Ce que je vous propose peut-être, c'est de donner la parole à Madame Descamps-Cronier, parce que le président de la commission des lois doit lui aussi rejoindre l'hémicycle, puisqu'il y a débattu le budget justice. Je sais bien, Monsieur le Président. Oui, Messieurs les Présidents, Madame, Monsieur les Ministres, mes chers collègues, c'est une mission budgétaire essentielle que nous examinons là, celle qui permet à une partie des services supports de l'appareil d'État de fonctionner. Nous sommes donc au cœur de la machine, si je puis dire, avec des directions importantes comme la DGAFP, la DGFiP, la Direction générale des douanes, la Direction du budget. En gros, c'est Bercy dans ses différentes composantes dont nous sommes amenés à évaluer le budget et les orientations. Alors la mission budgétaire, on l'a vu, reste relativement stable par rapport à l'année dernière, qui avait vu une baisse notable de ses crédits par rapport à l'année antérieure. La maîtrise des dépenses publiques, donc, se stabilise. La répartition proposée des crédits permet le financement des priorités portées par la majorité depuis plusieurs années, comme le chantier de la simplification, par exemple. Aussi, globalement, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera les crédits de cette mission budgétaire. Alors, en tant que membre de la commission des lois, je vais concentrer mon propos et mes questions sur le programme fonction publique, qui nous intéresse de très près. Néanmoins, je souhaite tout de même faire quelques observations sur d'autres aspects de la mission budgétaire. Je veux notamment saluer l'action de la douane française, dont j'ai eu l'occasion d'apprécier ces dernières années le haut niveau de professionnalisme et d'engagement à accompagner les entreprises françaises sur les marchés étrangers. Je m'étais inquiétée l'année dernière de la perspective de l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes de l'Union européenne qui renforce, via le dédouanement centralisé, la concurrence entre plateformes de dédouanement européennes. Le document de la mission budgétaire indique que l'année 2017 sera consacrée à la consolidation du processus de mise en œuvre de ce nouveau code qui est bel et bien entré en fonction, comme prévu le 1er mai dernier. Et Monsieur le Ministre, donc, pouvez-vous nous fournir davantage d'indications sur ce point et comment nos services opèrent pour accompagner ce nouveau cadre? J'en viens au programme fonction publique. Le budget de cette année s'inscrit dans un contexte d'évolution importante, marquée à la fois par une évolution législative et réglementaire du statut de la fonction publique, sous l'impulsion de la loi du 20 avril 2016 que je connais bien, et également par l'ambition d'une nouvelle gestion des ressources humaines de l'État, dans laquelle la DGAFP est appelée à assumer un rôle de pilotage et de coordination beaucoup plus structuré qu'aujourd'hui, celui d'une DRH d'État, on l'a vu tout à l'heure. Il faut ajouter à ces deux mouvements majeurs la mise en œuvre du protocole PPCR, ainsi que la poursuite de la refonte du régime indemnitaire, le RIFSEP. À l'issue de ces derniers chantiers, c'est une fonction publique donc rénovée et modernisée qui poursuivra son travail au service de l'intérêt public, et je tiens à saluer cette réforme. Beaucoup a été fait, beaucoup est encore fait en ce moment, même des décrets d'application au suivi de dispositifs déjà mis en place depuis plusieurs années, comme celui des nominations équilibrées, qui produisent pleinement leurs effets ou le feront à très brève échéance. Ces points de progrès ont notamment été mis en avant dans le rapport de mon collègue Alain Touret, et je salue avec lui le chantier du positionnement stratégique de la DGAFP, qui est amorcé par le gouvernement. C'est une orientation stratégique forte pour un meilleur pilotage des ressources humaines de l'État. Donc j'ai tendance à dire qu'il s'agit de deux piliers essentiels de l'action publique, avec bien sûr les finances, mais qui sont aussi au cœur de cette mission budgétaire. Il reste donc à cette orientation à être concrétisée par un texte réglementaire d'organisation qui est attendu pour la fin de l'année. Et j'encourage le gouvernement dans sa démarche et attire l'attention de nos collègues sur la nécessité de poursuivre dans les années à venir dans cette voie qui permettra de conduire plus puissamment des politiques publiques, transversales à l'ensemble de la fonction publique d'État demain et après, à l'ensemble de la fonction publique tout court. Je rejoignais à l'instant notre collègue Alain Touret sur ce point précis de son rapport, et c'est également le cas sur plusieurs autres points, comme l'amélioration de la statistique relative à la fonction publique, c'est très important, et dans le cadre d'une mission que je mène en ce moment, je m'en aperçois vraiment, ou bien encore le développement de l'apprentissage. Pour autant, cela ne le surprendra pas, et je le redirai, si je lui dis que ça ne vaut pas partage sur l'ensemble des propositions qu'il porte, parce que notre fonction publique est capable de se réformer, d'évoluer, de se moderniser, et les nombreux chantiers que je viens d'évoquer le prouvent à l'envi. Se moderniser ne signifie pas pour autant dénaturer le statut qui est là avant tout, je le rappelle, pour assurer la fidélité première des agents publics
qui va à la République et que leur action est dirigée vers l'intérêt général. Le faire évoluer, bien sûr, pour encourager toujours plus son ouverture à la jeunesse, à la diversité de la société française, pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, pour que notre organisation puisse mieux répondre aux attentes de nos administrés, eh bien, c'est ce que fait la majorité d'ailleurs en ce moment, eh bien, complètement d'accord. Mais assouplir le statut, pour l'assouplir sans objectif sous-jacent, sous prétexte qu'il serait devenu trop rigide, me paraît à la fois relever d'un diagnostic erroné et d'une démarche qui laisse trop de prise aux analyses de certains instituts qui ne s'intéressent à l'administration que pour mieux en organiser la mise à mort. Aussi, je ne saurais souscrire, par exemple, un dispositif de rupture conventionnelle. Vous avez, Madame la Ministre, manifesté votre désaccord aussi, ou aussi à l'encouragement au recrutement de nouveaux agents publics par la voie contractuelle plutôt que par la voie statutaire. Au-delà de ces aspects, quelques questions peuvent toutefois se poser sur le volet fonction publique de cette mission budgétaire. Comment le gouvernement peut-il nous préciser les orientations qui sont retenues par le futur décret relatif à l'organisation de la nouvelle RH de l'État? Un texte va être soumis prochainement au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, qui est public et qui laisse apparaître une section entière intitulée « Mission de pilotage et de coordination des politiques communes à l'ensemble de la fonction publique ». Aussi, il apparaîtrait adéquat que le Conseil commun de la fonction publique puisse voir ce texte lui être soumis. Madame la ministre, étant donné l'ampleur des changements que j'ai eu l'occasion d'évoquer, prévoyez-vous la mise en place de nouveaux indicateurs pour le programme budgétaire afin que nous puissions mieux apprécier les effets que ceux-ci induisent? Et dernièrement, vous avez récemment pris une circulaire fixant de nouvelles priorités en matière de formation. Pouvez-vous nous présenter ou surtout nous indiquer comment les crédits de formation présents dans le programme budgétaire répondront à cette nouvelle orientation? Merci. Merci. Ce que je vous propose, chers collègues, c'est que